Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sabrina, qui est traductrice de jeux vidéo et qui va faire le tour de son métier avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir tout ça. Bonjour Sabrina, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Ça va, un petit peu malade, comme je te disais, en dehors de ça, tout va bien. Je suis très contente de pouvoir, discuter un petit peu de mon métier. Moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en découvrir un peu plus sur ton métier. Donc, merci pour ta participation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, alors, je m'appelle, Sabrina, je suis, donc traductrice, depuis 15 ans maintenant, traductrice, de l'anglais, espagnol et de l'allemand vers le français. Je viens de région parisienne, à l'origine d'un mélange de Bretagne, Normandie, Champagne, voilà, mes parents se sont retrouvés au milieu. J'ai vécu un peu en Angleterre, beaucoup en Allemagne et aujourd'hui je suis, dans le sud de la France, à Toulouse. D'accord, donc un peu de vadrouille quand même. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire, ton métier? Comment tu es devenue traductrice de jeux vidéo? Alors déjà pour, la traduction, c'est vraiment, l'amour des langues, hein. À la base, c'est la première chose et donc des langues, je veux dire au tout début du français. Moi, je suis partie, très rapidement dès que je me suis orientée donc, en filiale, littéraire. C'est vrai que j'avais la fibre, hein, de toute façon, c'est j'ai beaucoup, pleuré sur des poèmes, d'Hugo, de Rimbaud, des choses comme ça. J'ai dévoré tout Dumas très, très jeune, enfin très jeune, non, pas si jeune que ça, il fallait quand même savoir savoir, lire, pouvoir en profiter, mais bon voilà, Dumas, Zola, Hugo, tout ça, ça a été vraiment, une passion dès très jeune et puis ensuite l'anglais. Alors là, quand j'ai découvert, l'anglais, ça a été merveilleux aussi et du coup, la traduction, ben, ça a été l'envie, de concilier les 2, on va dire. C'est vrai que quand j'ai découvert, je savais que ce métier existait, mais quand je l'ai vraiment envisagé, quand j'ai commencé à l'envisager, je me suis dit: «Bah, c'est quand même merveilleux, c'est vraiment de mettre les 2 ensemble, de pouvoir les mettre plus ou moins au même niveau» et puis alors cette vision un peu romantique, de devenir le pont qui relie les hommes, hein, finalement, qui ne pourraient pas se comprendre autrement, voilà, c'était mon idée, c'était l'image que j'en avais, quand j'ai voulu me diriger vers ça. Je partais à l'origine sur autre chose. J'ai quand même fait des études de littérature américaine pour devenir professeure de littérature américaine en Angleterre. J'ai changé d'avis à ce moment-là et je me suis réorientée, toujours au fil de mes études, il y a pas tellement eu d'interruption. Je me suis réorientée vers une école de traduction et là, cette fois-ci, c'était vraiment le métier que j'ai choisi. D'accord et donc tu as toujours été traductrice alors? Depuis le Oui, début? Toujours dans alors la même entreprise? Comment tu as fait des évolutions? Comment tu as fait? alors, en fait, oui, parce que alors pas toujours dans la même entreprise finalement, puisque quand j'ai commencé, mon travail, le premier poste que j'ai obtenu, c'était effectivement dans l'entreprise où j'ai passé, 13 ans. Donc c'était le début de ma vie professionnelle, mais ça s'est étalé sur la durée et c'est là que ma spécialisation s'est décidée finalement, un petit peu, sans mon concours, ça s'est fait comme ça. Mais c'était, Nintendo Europe, donc une très grosse, un très gros studio de jeux vidéo évidemment. Donc puisque j'ai fait des jeux vidéo donc en tant que salariée, parce que c'est vrai qu'en traduction c'est soit, salarié, soit indépendant. La très, très grande majorité des traducteurs sont quand même indépendants. Là voilà, moi j'ai commencé en salarié pendant 13 ans et puis ensuite quand je suis partie pour me réinstaller en France en fait, pour des raisons personnelles, là je me suis installée, en tant qu'indépendante. Donc j'ai un petit peu les 2 côtés, en fait, je vois un petit peu les 2 côtés, même si je ne suis, à mon compte en indépendant donc que depuis, eh bien 2 ans. Ça peut faire assez, D'accord. l'anniversaire là, voilà. Mmh. Bah, félicitations, un riche parcours alors. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier? C'est quoi au quotidien donc, d'être traducteur? On fait quoi exactement?
Alors au quotidien, ça va être, bon déjà c'est, la communication avec, les clients, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est, écrire, des emails, répondre aux emails, répondre aux sollicitations qui arrivent quand on nous demande si on peut gérer tel projet, si on peut le faire dans tel, intervalle de temps, discuter des tarifs aussi évidemment. Voilà, donc toute cette partie qui finalement n'est pas sur le cœur de métier, mais qui est connexe et surtout qu'on ne peut pas éviter. Je dis ça parce que ça plaît pas forcément à tous les traducteurs. C'est pas pour ça qu'on va dans ce métier, mais ça en fait partie. Oui. Un peu de logistique. Voilà, exactement, la logistique. Voilà, ensuite, on va dire que là, la compétence métier à proprement parler, elle commence ensuite. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on va recevoir le texte d'un client qui peut arriver sous format, Word, Excel, quoi que ce soit. Il y a des traducteurs qui traduisent directement sur ce format-là. La plupart, quand même, autour de moi, dans le jeu vidéo, on utilise un logiciel de TAO, ça s'appelle traduction assistée par ordinateur, qui n'est pas de la traduction automatique. Attention, c'est simplement un outil qui permet, par exemple, de retrouver si on a déjà traduit précisément cette phrase plus tôt au cours du projet, il va nous la proposer. Donc c'est des outils qui permettent d'avoir une meilleure cohérence, de simplifier la tâche du traducteur. Et donc là, on va simplement, ça va apparaître dans des cellules, dans des cases différentes et on va traduire chacune de ces cases, les valider. En dehors de ça, en parallèle de ça, on va être amené à poser des questions parce que ça va être arrivé assez souvent que, une phrase, dans notre langue source, comme on l'appelle, la langue source et la langue cible. La langue cible étant toujours la langue maternelle du traducteur, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit faire normalement. Il y a des fois où dans la langue source, va y avoir quelque chose qui n'est pas clair, qui peut être, soumis à l'interprétation. C'est même assez fréquent. Donc, ça fait partie aussi, des tâches quotidiennes. On va poser des questions dans un fichier dédié pour que le client puisse y répondre en précisant son intention, en disant, «Oui, effectivement, c'est ça», «Ah» ou «Ah non, pas du tout, en fait, je voulais dire ça parce que voilà». Donc ce qui permet d'affiner au fur et à mesure et d'être sûr de rendre quelque chose qui corresponde, autant que possible à la source, puisque c'est ça, la base de la traduction, rendre dans sa langue quelque chose qui a été écrit dans une autre langue. C'est bien plus que simplement de remplacer des mots. C'est vraiment, on est sur de la compréhension profonde, non seulement du sens, mais de l'intention. Ça va très loin. C'est très intéressant, moi j'adore ça. Voilà, OK, donc ça OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup, parce que j'ai un peu de mal, à voir, mais, enfin, pour les jeux vidéo, vous traduisez quoi en fait? C'est pas les notices? Non. Alors effectivement, c'est drôle parce que beaucoup de personnes me posent cette question et alors effectivement d'ailleurs les notices n'existent plus. Il faut le savoir. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours le petit manuel, qui Oui? était avec les jeux, hein, dans la boîte. Là, il y en a plus. Bon, en général, on trouve des informations plutôt, en ligne en suivant un QR code ou quelque chose comme ça. Non, la traduction de jeux vidéo, c'est vraiment tout le texte du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on lance un jeu, pour l'avoir dans sa langue, on va avoir la première page, ça va être un menu qui va dire, démarrer, charger une sauvegarde, accéder aux options. Dedans, on va régler tous les paramètres, le son, machin, tout ça. Bon, ça, c'est la partie la moins intéressante, on va dire. Mais par contre, ensuite, il y a toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme de traduire un livre. L'introduction, la présentation, tous les dialogues, des personnages. S'il y a, ce qu'on appelle des cinématiques, donc des vidéos, et ben là, on va être amené à traduire, les dialogues qui seront ensuite soit doublés, soit sous-titrés. Voilà. Donc ça, on va dire ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, la partie, la plus intéressante, c'est qu'on est dans le récit, dans l'histoire, dans le dialogue, dans tout ça, dans la magie. Donc en fait, voilà, si on reprend tout à l'heure, tu disais que tu savais travailler chez Nintendo. Des fois, on voit les jeux de Mario et Todd qui se parlent, bah, le petit texte, c'est toi. Voilà, alors moi et beaucoup d'autres. Oui, voilà, mais c'est Mais vous les traducteurs, voilà, et grâce à exactement. vous, si on les voit en français. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, oui, tout ce qui apparaît à l'écran, ça a été écrit par une personne, qui a traduit. Donc ça veut dire que vous avez un peu, les jeux en avance? Vous connaissez les jeux, en Ah amont? complètement, complètement, absolument. Par contre, bien sûr, on n'a pas du tout le droit d'en Eh parler. beh, oui, c'est ça. Donc on a toujours des clauses, de confidentialité parce que c'est un domaine qui est très très confidentiel, en tout cas pour les gros studios qui ont vraiment un planning pour sortir leur jeu à tel moment et pas à tel autre moment, avant l'annonce de tel autre concurrent et tout ça. Voilà, donc c'est, une confidentialité, très, très stricte. Donc on sait beaucoup de choses, mais on ne peut pas en parler. Voilà. D'accord. Et par exemple, vous devez y jouer pour pouvoir, traduire, ou c'est juste, on reçoit le texte et puis on traduit?
Alors en fait, ça dépend. C'est vrai que, donc quand j'étais en salarié, chez Nintendo, donc là dans des conditions qui sont idéales puisque, bah, on ne travaille que pour ce client-là, étant salarié pour eux. Là, on avait effectivement, la possibilité de jouer avant même de commencer pour vraiment se familiariser complètement avec le jeu. Ce qui est idéal parce que, ça enlève quand même beaucoup de questions qui sont nécessaires pour vérifier le contexte. Il suffit quand on l'a vu nous-mêmes en jeu, on n'a pas de questions à poser tellement. Oui, ça devient plus fluide. Voilà, on sait de quoi on parle et puis on s'imprègne aussi, du jeu, de son ton, de son esprit, on voit si c'est plutôt grinçant, si c'est plutôt léger, si c'est naïf, si c'est voilà. Il faut prendre tout ça en compte avant d'écrire parce que ça doit se refléter, dans le style, il faut que ça colle. C'est vrai que si on le fait en décalé par rapport à ça, complètement, isolé, bah, ça peut coller comme ça peut ne pas coller. Donc en indépendant, c'est différent parce que, la plupart du temps, quand on passe, par des agences, il y a 2 façons, oui. On va dire vraiment 2 grosses branches quand on est indépendant pour travailler avec des clients. Ça va être soit des agences de traduction qui sont un intermédiaire et donc c'est elles qui vont aller démarcher des clients directs. Donc dans le cas du jeu vidéo, qui vont démarcher des studios de jeux vidéo qui ont des jeux à traduire et ces agences ensuite vont recruter des indépendants pour traduire. Ou bien on se passe de ces intermédiaires et on va nous directement démarcher, des agences pas des agences pardon, des studios de jeux vidéo pour travailler en direct, avec eux. Et bon, dans ces cas-là, dans ce dernier cas, quand on est en direct avec un studio de jeux vidéo, on peut peut-être un petit peu plus obtenir, l'accès au jeu parce qu'on peut tout simplement être on peut discuter en fait directement avec les développeurs, leur expliquer parce que souvent c'est quand même quelque chose qui est un peu méconnu, la traduction, ce qu'on appelle la localisation d'ailleurs dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui, parfois, pour certains développeurs, ça va être quelque chose qu'on va laisser pour la fin. On se Mmh. dit juste, c'est un truc qui coûte cher et bon, c'est c'est un peu nul de devoir payer pour ce genre de choses. Bon, en fait, c'est clairement quelque chose qui doit être normalement pensé plus, en même temps que le développement, plus en amont et c'est toujours très bénéfique d'être en contact direct avec les développeurs, de pouvoir parler même tôt dans le processus de développement pour faire notre travail le mieux possible et donc quand on peut parler, en général, c'est vrai qu'on réussit souvent à avoir l'accès au jeu, souvent par une clé, Steam, par exemple, qui permet d'aller y jouer en ligne et donc le découvrir avant ou pendant et donc ça, c'est toujours une aide. Par les agences, c'est beaucoup plus rare parce que, par définition, ça va être, un travail beaucoup plus, c'est: «On a besoin de toi, fais-moi ça, rends-le-moi à 17 heures. Hop, merci, au revoir» et voilà et OK. on n'en entend plus jamais parler, voilà. Voilà, Mmh. c'est OK. Merci pour toutes ces précisions. De rien. Est-ce que c'est un métier qui demande, beaucoup d'initiative? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Au niveau de la traduction en elle-même, c'est-à-dire vraiment, du fait de passer d'une langue à l'autre, il y a à la fois une certaine part d'initiative parce que, souvent le client ne parle pas notre langue de toute façon, donc il va pas tellement avoir son mot à dire sur la façon son mot à dire, il l'aurait toujours, mais je veux dire, il est pas en capacité, voilà, de se prononcer sur les choix de traduction qu'on va faire. Donc on est assez libre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir, faire plus ou moins comme on veut selon, la démarche qu'on a plus ou moins dessinée nous-mêmes. Enfin voilà, on a beaucoup de liberté, on il y a cette part d'initiative, mais en revanche, on est quand même sur de la traduction, c'est-à-dire qu'on est on est quand même lié par le respect du sens. C'est pas de l'écriture, on doit respecter ce qui est dit. Donc vraiment oui et non. OK et s'il s'agit d'un travail d'équipe? Ça peut. Alors, il faut quand même savoir que c'est essentiellement, un travail solitaire, quand même. C'est moi, on m'avait prévenu, à l'école, pas que moi, on m'avait prévenu tout le monde, que c'est un travail qui peut être solitaire parce que vraiment c'est quelque chose qui se fait depuis chez soi, derrière son ordinateur, bon, à moins d'être salarié évidemment, là j'avais beaucoup de collègues. Mais voilà, par essence, c'est quand même ça. Il y a moyen de faire autrement quand ça nous convient pas. On peut se rapprocher, on peut aller dans des espaces de coworking, on peut se rapprocher, d'autres traducteurs, créer des groupes ensemble ou des collectifs. Voilà, ça c'est possible, mais essentiellement, c'est un travail solitaire. Maintenant, en jeu vidéo, sur les gros projets et c'est peut-être le cas dans d'autres domaines, voilà, il y a des projets qui vont être très gros
ou très urgent. Dans les 2 cas, il faut plus qu'un seul traducteur pour s'en occuper. Et dans ces cas-là, on va avoir une vraie équipe qui va être constituée de 2, 3, 4, 5 traducteurs et on va tous communiquer ensemble, sur, une messagerie, instantanée pour pouvoir parler de nos choix, des problèmes qui se posent, en gros, échanger, communiquer. Donc là oui, là c'est un travail d'équipe. Est-ce Voilà. Oui, ça dépend du jeu, en fait. Si c'est un gros jeu, vous allez être plusieurs à collaborer dessus. Si c'est un petit jeu, vous allez peut-être être toute seule. Oui, alors seul, c'est quand même plus rare quand on veut faire quelque chose vraiment de qualitatif. Vraiment, ce qui est toujours recommandé, c'est d'être au moins 2, c'est-à-dire D'accord. au minimum quelqu'un qui traduit et quelqu'un qui relit. Parce que D'accord. sinon, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours ses propres erreurs, on en voit Mmh. en se relisant, surtout à tête reposée, mais c'est toujours bien d'avoir, une autre paire d'yeux, comme D'accord. on dit, qui va repasser dessus. Donc voilà. Après, encore une fois, en agence, parfois on ne connaît pas son relecteur. On ne sait pas qui c'est ou il y a même très souvent, on ne sait vraiment pas qui c'est parce que c'est un code, c'est même pas un nom. Oui. Donc on peut travailler pendant des années avec une personne sans jamais savoir. Je pourrais très bien rencontrer dans la rue, l'un des traducteurs que je relis, par exemple, et je ne saurais pas que c'est lui ou elle. Ouais. Aucune idée. OK, Voilà. d'accord, très bien et ça prend longtemps de traduire un jeu? Alors ça dépend vraiment des jeux. On va dire que bon, nous, on calcule beaucoup souvent en nombre de mots. C'est-à-dire qu'on va estimer, qu'un traducteur peut traduire, entre, allez, on va dire pour rester large, entre 1 000 et 3 000 mots par jour. C'est parce que ça dépend vraiment quand même du type de texte qu'on traduit. On peut très bien avoir un poème, par Oui. exemple. Bon, bah, là, on va pas on va pas écrire comme ça à 100 à l'heure. Ou bien même des listes de termes, des noms d'armes, des noms de sorts, des choses Oui. qui doivent être jolies, qui doivent bien sonner à l'oreille. Et là, on se détache beaucoup plus du texte source, évidemment, parce qu'on ne va pas prendre mot à mot. Ce qu'on cherche, c'est de produire le même effet. D'accord. Donc ça demande, beaucoup de créativité, ça prend beaucoup plus de temps. Donc la question de combien de temps ça prend pour traduire un jeu, c'est extrêmement variable. Donc ça dépend effectivement déjà de la taille du jeu, à proprement parler, combien il y a de mots dans ce jeu et du type de contenu. Donc bah, pour un petit jeu, on va dire de 10 000 mots par exemple, qui pourrait être théoriquement traduit en une semaine, du lundi au vendredi, c'est possible. Ça pourrait aussi en prendre 3 si c'est que des choses complexes ou par exemple, il faut que ça rime partout, d'un bout à l'autre. D'accord. Il y a des jeux comme ça OK. et bon ou des chansons, j'ai eu l'occasion de faire ça aussi sur un jeu, c'était très sympa, mais évidemment ça prend beaucoup Top. plus de temps. Voilà. OK et alors quelles sont tes conditions de travail? Tu disais tout à l'heure, tu travailles du lundi au vendredi? Ça peut vraiment varier. Bon ça, c'est quand même un bon côté quand on est alors, c'est quand on est indépendant bien sûr, un salarié, bon bah, salarié, c'est salarié. Indépendant, ce qui est pas mal, c'est que les horaires, sont flexibles. C'est-à-dire que j'organise vraiment un peu ma journée comme je souhaite. Je pourrais très bien travailler la nuit, si ça me convenait le mieux ou le week-end, ou voilà. Bon, après, quand on a une famille, ça devient plus compliqué vraiment de faire ça, mais disons que la possibilité est là. Ensuite, c'est pas depuis chez moi ou bien depuis un café, sur la plage, Oui. tout est possible. Là, c'est vraiment c'est la liberté comme on l'imagine quand on pense à travailler en tant qu'indépendant. On a besoin que d'une connexion internet et d'un ordinateur. En revanche, on va dire qu'au quotidien, l'équilibre reste quand même un peu difficile à trouver parce qu'on a quand même souvent, soit trop, soit pas assez de travail. Et on va beaucoup jongler sur ça. C'est-à-dire que, enfin, c'est quasiment impossible d'être toujours pile au niveau de travail qu'on veut pour avoir juste assez et jamais trop. C'est bon, moi, ça m'est pas encore arrivé, depuis les 2 années que je suis à mon compte. C'est vraiment parfois c'est creux et parfois c'est trop. Voilà, donc ça, c'est sûr que ça réduit la marge de manœuvre au niveau de la flexibilité des horaires parce que, si on n'a pas eu assez et que d'un coup il y a beaucoup qui arrivent et ben, on va pas se dire, «Bon oui, mais moi j'ai envie de travailler que, la moitié de la journée». Non, là, à ce moment-là, on va se dire: «Beh, je vais prendre ce projet et je vais le faire, très vite», enfin très vite, aussi vite que possible dans le sens où il faut bien sûr rendre quelque chose qui est toujours bien parce que, bah, sinon on risque bien sûr de ne pas nous rappeler, ce qui est normal. Mais par contre, là, ça va être sans se ménager en termes de ça va être des longues journées, ça va être éventuellement sur le week-end, des choses comme ça. Ça, c'est le côté moins glamour, de la vie des Oui. indépendants.
Mais voilà, c'est parce que c'est le flux de travail qui demande ça, quoi. Des fois Parfois, peu et des oui. fois beaucoup. Après, c'est vrai que quand ça s'équilibre un petit peu ou aussi quand on fait un petit travail sur soi et qu'on arrive un petit peu à se détendre et qu'on se dit: «Bon, finalement, c'est pas la peine de paniquer. Jusqu'ici, à chaque fois que ça a été creux, c'est reparti». Bon, on gère aussi peut-être mieux, Oui, ce genre de choses et puis je pense que ça se lisse c'est avec ça. le temps. Voilà. Donc OK. la flexibilité, elle, derrière, elle reste. OK. Tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à nous dire, mais une journée de travail, c'est pas que de la traduction, du coup? Tu nous as dit tout Non. à l'heure. Donc tu fais un peu de tout dans ta journée? Comment tu t'organises ou dans ta semaine? Moi, ce que je fais, c'est que je traduis quand, j'ai des choses à traduire. Si j'ai des projets, qui sont là, je m'en occupe et quand je n'ai pas de projets qui sont là, je démarche. Donc c'est soit je travaille, soit je démarche puisque, c'est ça, il faut les 2 OK. s'alimentent. Pour avoir du travail, il faut démarcher. Pour Oui. démarcher, il faut aussi avoir du travail quelque part parce que sinon on ne peut pas faire que démarcher. Mais oui, c'est ça, c'est les 2. Et donc après le démarchage, c'est un gros aspect, de la vie, des traducteurs indépendants. Donc ça peut se faire en ligne, donc ça peut être, via la présence, sur les réseaux sociaux, professionnels. Enfin moi je suis que sur LinkedIn d'ailleurs, pour, mon travail. Et puis en vrai, évidemment, parce que ça c'est le mieux. Alors tous les traducteurs seront pas d'accord, en fait ça c'est vraiment mon opinion. Moi j'aime beaucoup ça, c'est d'aller faire des salons, à l'étranger, idéalement parce que nous on vend quand même, la traduction vers le français, donc c'est vrai qu'on va dire qu'en France il y en a moins besoin. Oui. Et donc d'aller sur place, d'aller rencontrer, donc dans mon cas toujours pour la traduction de jeux vidéo, des développeurs de jeux vidéo et d'aller, proposer nos services, d'aller voir, ce qu'ils font, d'aller discuter, directement. Et ensuite, entre les salons et ben de revenir vers eux, de relancer, de suivre et puis de voir l'avancée aussi de leurs projets à eux, de voir quand s'ils ont reçu des fonds, par exemple, parce que, ça, c'est aussi un bon il y a souvent des développeurs qui voudraient bien faire traduire leurs jeux, mais qui le peuvent pas forcément. Donc voilà, des petites choses comme ça, à surveiller, à vérifier, relancer, un petit mot par-ci par-là et puis c'est pas que du marketing, il y a aussi un vrai aspect humain. C'est quand même, sympa de voir surtout sur des jeux, qu'on apprécie, parfois qui nous touchent. Il y en a un en particulier auquel je pense, je vais pas dire lequel puisque peut-être un jour, si j'ai la chance d'avoir travaillé dessus et qu'il sort, je pourrais en parler. Mais voilà, parfois on tombe sur un jeu où vraiment on va se dire: «Ah, alors là, celui-là, il résonne vraiment, il touche quelque chose en moi. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup travailler dessus et je ferais vraiment un travail super là-dessus. En tout cas, je donnerais tout ce que je peux donner». Voilà, donc là, il s'agit, de convaincre, d'être là au bon moment C'est ça. et voilà et ça c'est des moments qui sont super. Quand ça Oui, marche, c'est bien. c'est chouette et ça t'est déjà arrivé de travailler sur un jeu qui ne te plaît pas du tout? Oui. Oui. Oui, 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 Pas compliqué, complètement. c'est pas un peu, compliqué? Non, bon, bah, là, c'est fonctionnel, hein. C'est-à-dire que, Ouais. il va pas y avoir de passion, mais en même temps, en général, moi, les jeux qui ne me plaisent pas, c'est justement parce qu'il y a pas de passion. Donc donc c'est pas gênant. Le fait que moi, je ne sois pas passionnée par ce que je suis en train de faire, finalement, le jeu ne va pas tellement en pâtir parce que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ça va être des petits jeux répétitifs ou des choses comme ça, c'est voilà. Non, D'accord. ça arrive, bien sûr, mais les moments où on tombe sur des jeux qui vraiment, nous font battre le cœur, n'en sont que plus merveilleux. Oui, c'est ça. OK. Quelles sont les compétences, nécessaires pour faire ton travail? Alors tout à l'heure, tu parlais de créativité. Oui, en effet, la créativité, c'est important. En tout premier, je dirais déjà une excellente maîtrise du français. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être sous-estimé parce que quand on pense à traduction, on va penser aux langues étrangères. Mmh. Évidemment, une maîtrise vraiment fine d'au moins une langue étrangère, c'est essentiel. Mais le français, en fait, le français d'abord, la toute première chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut être traducteur, mais qui va, faire des fautes, ne serait-ce que ça, hein, Oui. ça peut être déjà rédhibitoire. Parce que bon, ça arrive, hein, évidemment, tout le monde, fait des fautes, une coquille, Oui. même les traducteurs professionnels, hein, je veux dire. C'est pas parce qu'on fait, une coquille dans une lettre que, impossible, on pourra pas être traducteur. Mais déjà, il faut les voir, parce que le problème, c'est quand on les voit pas. C'est-à-dire si on se relit et qu'il y a rien qui nous choque, bah, là, c'est problématique parce qu'il faut pouvoir vraiment, rendre un travail qui est
En tout cas, il faut viser la perfection au niveau de la correction du texte. Ensuite, le style, on va jamais avoir, on peut pas dire ce que c'est qu'un style parfait, mais c'est important d'avoir un vrai style et de le travailler, de le cultiver. Pour moi, c'est très, très important parce que c'est aussi ce qui va faire la différence entre un traducteur qui va être, passable, on va dire, et un bon traducteur. Parce que le danger dans la traduction, c'est vraiment de rester, sur, le texte source et de le suivre et vraiment, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «Oh, mais c'est pas si difficile», mais en fait, quand on le fait pour de vrai et qu'on commence à lire l'anglais et qu'on dit: «OK, donc là, je traduis en français», et ben, la tendance à à suivre comme ça, elle est avérée. Donc c'est un vrai travail de se détacher de la source, de vraiment d'en extraire le sens, de le faire sien et de le ressortir dans sa langue, dans son style, dans le naturel de, comment est-ce qu'on exprime ça, dans la vraie vie de tous les jours, celle qui n'est pas, on va dire affectée par, tous les anglicismes qu'on entend partout en réalité. Et puis quand je parle de son propre style, bien sûr, on a son propre style, mais il faut aussi pouvoir le modeler en fonction de ce qu'on essaye de faire et l'adapter à celui qui est celui du texte source. Donc il faut aussi être, versatile à ce niveau-là. Ça demande vraiment beaucoup de compétences, mais c'est vrai que surtout des compétences, de langue évidemment, de créativité et puis il faut, une vraie sensibilité culturelle. Il faut sentir en fait, il faut sentir presque une intuition, je dirais. À ce niveau-là, et être très curieux parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher aussi, parce qu'une traduction, parler une langue étrangère, mais c'est comme pour le français, c'est pas parce que c'est notre langue maternelle qu'on la parle, qu'on va connaître, les termes de tous les domaines existants. Mmh. Si, on commence à me parler d'un domaine, très spécifique, je sais pas moi, sur la fusion nucléaire, il est possible que je ne comprenne pas une phrase en français, enfin que je ne comprenne pas ce que ça veut dire. Peut-être que je Oui. comprendrai les mots, mais je ne saurais pas ce que ça veut dire concrètement. Donc je ne comprends pas. Et en anglais, c'est pareil, ou en espagnol ou en quoi que ce soit, on peut très bien parler la langue, seulement dès que ça devient spécifique, on ne comprend plus. Donc ça demande de la recherche, une vraie recherche. Il faut être capable de se documenter, de chercher, de trouver des sources fiables, ce qui est de plus en plus difficile, à notre époque quand, sur internet partout il y a des traductions, automatiques, et qui du coup ne sont pas fiables. Voilà, il faut savoir, faire ça aussi, ouais. La curiosité, c'est important, savoir chercher, OK. creuser, se renseigner, c'est une vraie part très importante, de notre travail. OK. Et est-ce que selon toi, il y a un fort besoin de traducteurs? Oui, alors, oui, selon moi, oui, de plus en plus, il y a tellement de contenus qui sont partagés, tous les jours. On est de plus en plus reliés aussi avec le monde entier. Donc le contenu, il est là. Et puis, dans un nombre, de domaines qui est, très, très varié. Donc, aussi bien, enfin, je pourrais pas tout citer, mais je connais des traducteurs qui sont dans les organisations internationales, d'autres qui travaillent pour des entreprises privées, dans le sous-titrage, dans le doublage. Donc moi, les jeux vidéo, tous les sites de vente en ligne, de tout et n'importe quoi, enfin tout ça, en fait, c'est des choses qui peuvent être traduites dès qu'on veut toucher un public plus large. Enfin, dès qu'on a pour cible un autre marché que celui, du pays d'origine. D'accord. Donc oui, le besoin, il est là. Mmh. Il y a un fort besoin, mais alors maintenant, je vais te poser une question un peu, dans l'air du jour, mais avec l'IA, ça va pas faire disparaître des emplois ou le besoin? Qu'est-ce Alors, que tu penses? effectivement, vaste question. Oui, donc ça, c'est vrai que là, actuellement, l'impact de l'IA et donc, plus précisément dans la traduction, c'est la traduction automatique puisque l'IA est utilisée pour, faire de la traduction automatique. Donc son impact, en ce moment, il est très fort, vraiment très, très fort, dans la traduction. On peut vraiment dire que là, la traduction s'est pris cette vague, de plein fouet. On va dire que, pour moi, ça s'explique par le fait que ceux qui en parlent le plus, c'est finalement ceux qui s'y connaissent le moins. Donc, en fait, les entreprises qui développent ces outils et surtout celles qui en tirent profit. Les traducteurs, eux, ils voient bien qu'une traduction automatique, ça n'a rien de comparable à la production d'un traducteur professionnel et que, en fait, bien souvent, ça fait perdre beaucoup plus de temps, que ça n'en fait gagner parce qu'il faut tout reprendre.
Mmh. Et alors, comme D'accord. j'expliquais tout à l'heure en disant, cette tentation qu'on peut avoir en tant que traducteur débutant de suivre mot à mot finalement, Oui. la langue source. Bon, bah, l'IA, dans ces cas-là, c'est un traducteur débutant, c'est-à-dire qu'elle va faire ça systématiquement et donc reprendre ce genre de choses, c'est très, très laborieux, c'est c'est très fastidieux et c'est vraiment pas agréable. Donc il y a, beaucoup de traducteurs qui se refusent complètement à le faire parce que, bah, ils en fait, ils n'ont rien à y gagner. Donc je vois quand même pas mal de traducteurs autour de moi qui sont partis, tout simplement. Là, c'est vrai que ça a vraiment, on voit les effets à ce niveau-là. Ça a causé, beaucoup de départs pour l'instant. Après, là, c'est vraiment une question d'opinion, de ressenti, comme je disais, hein. Les traducteurs ont se reposent aussi sur leur intuition. Pour moi, c'est, là, on est, sur le haut de la vague, les choses vont se poser. Parce qu'on voit aussi quand même, de plus en plus, on voit une espèce d'inflexion un petit peu dans ce mouvement, à savoir des clients qui avaient déjà abandonné, leur traducteur, humain. C'est terrible maintenant de devoir préciser traducteur humain, mais parce que, bah, voilà, ils avaient cédé, aux sirènes, de la traduction automatique. Alors, cédé à ça, surtout au côté, c'est gratuit ou c'est pas cher, voilà. Et puis, ben, qui reviennent parce que, bah, ils sont brûlés les ailes. Ils ont vu que, ah ben, effectivement, finalement, peut-être qu'il avait fallu tout reprendre, donc demander à quelqu'un de le refaire, donc repayer derrière et finalement pour un résultat qui sera toujours moins bien parce que, ben, quand on essaie de corriger quelque chose qui est branlant, en fait, on a plus vite fait de tout refaire, depuis le début. Oui. C'est le cas dans beaucoup de domaines. C'est pas uniquement la traduction. Ça s'applique aussi très bien ici. Donc, voilà. Donc, moi, je vois que voilà, ça se modifie un petit peu et voilà, je reste assez optimiste, en fait. Alors c'est pas la majorité de c'est pas le discours majoritaire, on va dire, mais moi, je reste optimiste, sur notre travail parce que je pense vraiment que on a quelque chose à mettre en avant. Mais il faut qu'on réussisse à le faire parce que la traduction, c'est aussi, ça a été pendant très longtemps, un métier de l'ombre en réalité. C'est-à-dire que justement, presque par définition, on est ceux qui se glissent dans l'ombre de l'auteur. On ne voit pas. On n'est pas censé nous voir. Si on nous voit, ça veut dire qu'on a mal fait notre travail. OK. Donc on doit disparaître, on doit s'effacer. Mais je pense qu'on l'a un petit peu trop fait au fil des siècles. Et que maintenant, bah, voilà, ça peut être un résultat, c'est que c'est difficile de faire comprendre aux gens quelle est notre valeur ajoutée, Mmh. surtout quand d'autres parlent très fort, ont une force de frappe, qui est Oui. très, très conséquente et qui va finalement un peu toucher tout le monde et que tout le monde va avoir cette idée que: «Oh bah, la traduction est morte, maintenant c'est plus la peine, machin». Rien n'est plus faux. Quand on a le nez dedans, on le voit bien. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est source de stress pour beaucoup de traducteurs et qui demande à se repositionner et mettre en avant ce qu'on apporte. Donc vraiment un peu sortir de l'ombre qui peut être, ouais, contre-intuitif pour beaucoup. Mais c'est important, je pense que c'est nécessaire et que ça se fera forcément et que bon, la traduction automatique, je la vois pas disparaître, hein, je pense pas que ce sera le cas, mais voilà, elle a ses usages. Moi je m'en sers pour tout dire. Par exemple, si j'ai, du texte, en coréen pour un projet, c'est le cas, je parle pas du tout coréen. Je ne traduis pas grâce à la traduction automatique puisque moi je bénéficie d'une traduction anglaise du coréen et donc moi je traduis depuis l'anglais. Seulement parfois, justement pour clarifier des points, si l'anglais n'est pas parfaitement limpide, s'il pourrait être interprété d'une façon ou d'une autre, bien là revenir à la langue source de la langue source peut permettre de clarifier. Donc dans ces cas-là, j'utilise la traduction automatique quand le projet le permet, quand il n'est pas trop confidentiel pour mettre du texte, parce que ça peut aussi être le cas, hein, avec les traductions automatiques. Dans ce cas, je peux mettre, le texte, dans la traduction automatique et ça me donne quelque chose qui n'est pas publiable, qui n'est pas exploitable en tant que tel. Mais ça me donne une idée du Oui. sens, une idée générale du sens qui m'aide. Parce que du coup, croisé avec ce que j'avais de l'anglais, je me dis: «Ah, donc là, c'est sûr, c'est forcément ça». Donc c'est un outil, encore une fois. Il faudra que ça retrouve sa place d'outil par la suite. Voilà. OK. Quel est le parcours pour faire ton travail? Est-ce qu'il y a une, formation, particulière, un diplôme exigé? Alors, il n'y a pas de diplôme exigé pour la traduction. Alors,
il y a certainement des exceptions à ça, hein. Par exemple, je pense que dans les organisations internationales, ou au parlement, à la commission, des choses comme ça, non, là, je ne pense pas qu'on puisse le faire sans diplôme. Mais on va dire que en dehors de ce cadre-là qui est très spécifique, par exemple, si toi demain tu veux, être traductrice, tu peux. C'est-à-dire que tu peux démarcher des agences et dire, bah, voilà, je suis traductrice, en écrivant un mail, en anglais, voilà. On va certainement te demander ce que tu as fait comme projet, ce à quoi tu peux répondre que tu n'as pas le droit d'en parler car c'est confidentiel et voilà. Et oui, oui, c'est possible de travailler, comme traducteur, sans, diplôme, on va dire. Certaines agences en demandent, mais c'est vraiment très rare. Maintenant, la formation, le fait d'être formé en traduction, pour moi, c'est très important parce que c'est le genre de métier dont on peut rapidement penser que n'importe qui peut le faire parce que justement, on ne voit pas toutes les mécaniques qui sont à l'œuvre. Mais voilà, pour moi, un cursus, dédié et justement, surtout à notre époque où des traducteurs passables, on va dire, et ben, ils auront du mal aujourd'hui à concurrencer, l'IA parce que finalement, qu'est-ce qu'ils apportent de plus s'ils font la même chose? Voilà, donc maintenant, il faut être bon, il faut même être très bon pour se lancer aujourd'hui et alors il y a toujours des gens qui ont un talent naturel. Ça c'est moi j'en ai rencontré sans formation et qui sont de très bons traducteurs. Mais ils représentent l'exception plus que la majorité, très clairement. J'ai aussi rencontré beaucoup de mauvais traducteurs qui n'avaient pas de formation. Beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, les formations, alors que ce soit, les écoles de traduction, les 2 plus connues, c'est l'ESIT, et l'ISIT qui sont toutes les 2 à Paris, ou des organismes de formation comme Edven, où là, on peut faire ça, donc en reconversion ou voilà. Voilà, moi la formation pour moi, je vois vraiment une différence, dans la qualité produite, par les traducteurs formés ou pas formés. Donc surtout par les temps qui courent, je ne recommanderais pas de se lancer là-dedans, comme ça un peu en dilettante, quoi. Ouais. OK. Donc, justement, tu parlais d'Edven tout à l'heure. Toi, tu as pas suivi leur formation, mais, quel est ton rôle au sein de cet organisme de formation? Oui, alors en effet, moi j'ai pas suivi leur formation puisque, beh, c'était ma formation Initiale? de jeunesse finalement. Oui, c'est ça, initiale, à l'ESIT. Pour Edven, je fais des corrections, donc je relis, le travail des stagiaires. C'est ce qui est un bon système. On Du coup, ça fait que je peux pas, donner d'opinion sur la formation elle-même puisque je l'ai pas faite. Mmh. Mais voilà, nous, les correcteurs sont des intervenants extérieurs, des traducteurs, professionnels et qui vont donc apporter un regard extérieur sur le travail des stagiaires. Ce qui est pas mal, je pense, parce que Ça en rend effet impartial, quoi. oui, bah, oui, c'est ça, ça donne C'est vraiment attendu. un regard, sachant que moi je fais beaucoup de relecture, par exemple, donc je relis et je «corrige» entre guillemets les productions de traducteurs professionnels avant que ce soit livré au client. On fait souvent ça quand on avance en expérience, on nous propose souvent plutôt des missions de relecture pour faire une sorte de filet de sécurité avant de rendre le travail. Donc beh, j'ai l'habitude de faire ça, donc quand je relis des travaux de stagiaires et ben, c'est vrai que je vais avoir alors pas les mêmes exigences évidemment, parce que c'est vrai qu'il faut garder en tête que C'est des que quand stagiaires. on est bah, voilà, quand on est en cours de formation justement, on n'est pas mais au moins, disons qu'on sait moi je sais ce que j'attends d'un traducteur professionnel et donc à chaque fois mon objectif ça va être de guider les stagiaires vers ça, en disant: «Bah, ça ce serait pas acceptable. Ça, ce serait pas acceptable. Ça par contre, c'est très bien, il faut cultiver ça, il faut aller plus, là-dedans» et voilà. Donc ça, c'est OK, vrai que c'est un avantage d'avoir un retour, de traducteur professionnel. très bien, merci. Est-ce que c'est une activité viable financièrement pour toi? Tout à l'heure, tu disais des fois oui, enfin, des fois il y a du travail, des fois il y a pas de travail. Oui, alors, bah, donc moi, ça fait que 2 ans, mais effectivement, là, c'est déjà viable, donc bon, je me dis, «Très bien». Mais ça dépend vraiment énormément de comment on mène sa Mmh. barque C'est ça. parce Comment on que va démarcher, ouais, comment et puis ouais, la qualité de son travail. oui, aussi, c'est sûr. Ouais. Après, c'est plus facile. Pour moi, ça a été plus simple de démarrer en tant qu'indépendante avec, 13 ans d'expérience en tant que salariée. Ça, Mmh. c'est certain. Ça m'a ouvert des portes, qui se seraient peut-être ouvertes moins vite si je débutais en tant qu'indépendante. Donc voilà. Mais après, oui, bien mener sa barque, c'est vraiment très important parce que, beh, c'est un peu la jungle
et que de plus en plus, dans les très grosses agences de traduction, on voit de plus en plus des monopoles qui se forment. Elles vont absorber toutes les plus petites à un rythme de plus en plus soutenu, hein, et imposer à leurs prestataires des tarifs qui sont plus acceptables. Bon, moi, par exemple, déjà au bout de 2 ans, là, je dis: «Non, là, je ne travaille plus avec ces agences-là». Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut bon, au début, quand on commence, on n'a pas forcément le choix, hein, ça Oui. c'est certain, mais il faut vraiment garder en tête qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et encore une fois, dans l'idée de réussir à se positionner comme des experts dont l'expertise est nécessaire et sera de plus en plus nécessaire à mesure que les bons traducteurs s'en vont. Ça met aussi beaucoup de pression sur la nouvelle génération qui est Oui, très on a besoin d'eux. oui, c'est ça, clair. Mais voilà, on a vraiment besoin d'eux, mais il faut savoir que, en se lançant là-dedans et bah, il faut être prêt à se battre, quoi. Vraiment. Oui. Et donc, c'est quoi tes plus grands défis au quotidien alors? Je dirais qu'il y en a 2. Ça va être justement l'incertitude qui est, liée au fait que, bah, c'est le propre de tout métier en indépendant finalement. L'incertitude du lendemain, de pas savoir si, oui ou non, il y aura du travail, si voilà, ça c'est compliqué au début, surtout quand on sort, du salariat. On n'a jamais eu à s'inquiéter de ça et puis, et la solitude aussi, le côté, solitaire de ce métier. Ça, c'est pareil, surtout quand on sort aussi du salariat, mais je veux dire quand on sort, d'une école, c'est pas c'est pas moins choquant finalement. Mais bon, après heureusement, on apprend quand même à gérer, justement l'incertitude à mesure qu'on constate que, les périodes fastes suivent toujours les périodes creuses, on apprend quand même à se détendre à ce niveau-là. Et puis la solitude, c'est pareil, on peut la contrer en se regroupant, par exemple en formant des collectifs et ça, c'est un effet très bénéfique que je vois, à l'époque, où on vit, donc avec, justement cet énorme tsunami, de la traduction automatique, de l'IA qui a bien secoué, la traduction. Et résultat, les traducteurs se réunissent, ils parlent entre eux, ils vont monter des choses. Moi, j'ai créé mon collectif de traduction justement multilingue avec d'anciens collègues pour pouvoir proposer des services qui soient un peu plus étendus à des clients directs. C'est voilà, ça oblige à, se remettre en question, à chercher des solutions et vraiment à se réunir et donc, bah, le fait de se réunir, ça va aussi contrer, cette solitude qui est, voilà. Donc oui, c'est vrai, il y a des défis à ce métier, mais finalement, on peut toujours y faire quelque chose. Donc heu, donc c'est C'est l'aspect chouette. positif. Et quels sont les moments de gratitude alors? Ah bah, alors ça, moi, clairement, pour moi, c'est le moment où je vois apparaître mon nom au générique d'un jeu, qui m'a vraiment donné beaucoup de plaisir, à traduire. C'est vraiment, c'est toujours un grand moment d'émotion quand je vois ça. Alors c'est pas toujours acquis, hein, Oui. loin de là et justement les traducteurs de jeux vidéo se battent aussi pour que ça devienne une pratique courante. Mais justement grâce à ce combat, c'est de plus en plus le cas et ça fait du bien. C'est un truc, je me rappelle encore la première fois que j'ai vu mon nom et à chaque fois ça me refait la même chose, en fait. C'est sympa. Oui. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager, s'il te plaît? J'ai eu la chance de participer à plusieurs reprises, en fait, aux séances d'enregistrement en studio pour des jeux. Bah, ça, c'est l'époque où j'étais chez Nintendo, du coup et notamment, j'ai participé aux enregistrements, du premier jeu, de Zelda doublé. Donc Zelda, c'est une franchise qui a presque 40 ans, hein, maintenant et là, c'était la première fois, qu'il y avait un doublage pour, ces personnages qui existent Quoi? depuis aussi longtemps, ont un peu bercé mon enfance quand même Zelda qui et parle, donc quoi, du coup? Zelda qui parle, tous les personnages, qui parlent, voilà. Donc là, j'étais, en studio aux côtés des comédiens et de la directrice artistique et donc le but de ma présence, c'était, d'expliquer, de contextualiser, éventuellement de demander un ton différent à la lumière de ce que le personnage allait vivre un peu plus tard ou des choses comme ça et du coup, ben, entendre les mots qu'on a choisis avec un soin mais, infini, hein, Oui. prendre vie dans la bouche de comédiens de talent, c'est vraiment, beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi. C'est un beau moment où on sent qu'on travaille tous main dans la main en donnant le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire rire, faire frémir, faire pleurer. Donc en gros, pour faire du divertissement, mais quelque chose de qualité, quoi. Ça, c'est un des moments qui m'a énormément marquée. En effet, je comprends. Mmh.
Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors le premier, ce serait de lire. Vraiment de lire, de lire, de lire. Enfin, c'est la première chose. Donc dans sa langue, dans la langue source, parce qu'en effet, il faut bien les comprendre, donc les langues étrangères, mais aussi dans sa langue cible surtout, pour, vraiment travailler son style. Parce que tout ce qu'on ingère finalement, beh, c'est ça qui ressort quand on écrit. Donc ce qu'on lit, ça va ressortir, dans notre écriture. De rester ouvert à la critique, constructive aussi, pour s'améliorer et puis voilà, se lancer vraiment dans l'aventure en ayant conscience qu'il faut viser l'excellence, vraiment et vendre ses prestations comme des prestations d'excellence. Parce que voilà, si c'est pour, remplacer un mot par un autre, et produire un espèce d'amalgame, sans saveur de tout ce qui s'est fait jusqu'ici, et bah, ça, la traduction automatique, elle s'en charge très bien. Donc il faut se différencier et être prêt à se battre et s'armer de patience. Parce que comme souvent, il faut quand même du temps pour se faire une place, dans ce milieu. OK. Bah, merci Sabrina d'avoir passé, du temps avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir ton merveilleux métier. C'est vrai Merci que aussi. en fait, on n'y pense pas quand on voit un jeu qu'il y a quelqu'un derrière qui a passé autant de temps à tout traduire. En fait, on se rend pas compte de tout ça. Donc vraiment Mmh. merci. Moi, j'ai vraiment, beaucoup apprécié, ce moment et découvrir ton métier, c'était super. Donc merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole, d'avoir donné la parole aux traducteurs qui doivent sortir de l'ombre. Non, mais avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et puis Merci beaucoup, peut-être à une pareillement, prochaine fois. avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!